Bienvenue à bord du ballon Generali de Paris. Perché à 150 mètres au-dessus de la ville, ce ballon n'est pas qu'un belvédère. C'est un laboratoire volant, un observatoire scientifique, un lieu où on mesure en direct les effets du changement climatique. Get ready for take-off. Attention au décollage. Dans cette mini-série en 6 épisodes, je vous propose un voyage immersif entre ciel et terre. À chaque épisode, je tends le micro à des spécialistes, chercheurs, médecins, ingénieurs, pour mieux comprendre les liens entre climat, santé, habitat et nos vies. Montez avec moi, ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre regard sur l'air, sur la ville et sur demain. Le réchauffement climatique, on l'imagine souvent en chiffres, en courbes, en degrés. Mais derrière ces données, il y a autre chose, notre santé. Dans cet épisode, je donne la parole à ceux qui font le lien entre climat et santé. Médecins, scientifiques, entrepreneurs. Ensemble, on va explorer une question simple mais urgente. Comment mieux se protéger dans un monde qui se réchauffe ? Bonjour Moran. Bonjour Mamad. Alors tu es le président et le fondateur de la société MirSense. Tu dis qu'il y a 80% des maladies chroniques qui sont liées à notre environnement immédiat. Pour toi, quels sont les principaux facteurs environnementaux aggravés par le changement climatique qui menacent aujourd'hui notre santé ? En effet, il faut bien comprendre qu'il y a une accélération des maladies chroniques liées à notre environnement immédiat. Et 80% de nos maladies sont des maladies chroniques. Donc, du coup, on voit que cet environnement est de plus en plus impactant. Et qu'est-ce qui impacte dans cet environnement ? Alors, il y a bien sûr la façon dont on fait du sport, la façon dont on est actif, pas actif, de manger, de boire. Mais dans les autres paramètres de type environnemental général, on a tous les enjeux liés aux UV, à la température, au pollen, à la qualité de l'air, à la météo de façon plus globale, qui sont des éléments prépondérants sur la génération de maladies chroniques, en particulier tout ce qui est maladies cardio-métaboliques, maladies respiratoires et maladies mentales. Chez MirSense, vous croisez plusieurs données, donc des données en temps réel, prédictives et personnelles pour produire des alertes environnementales. Que permettent ces données que les outils classiques de santé publique ne montrent pas ? Alors d'abord, on a des outils qui se sont entraînés sur des données satellitaires et des données capteurs au sol. Et donc, ce que nous, on amène, c'est une capacité à prédire et à faire du temps réel partout dans le monde, avec la même typologie de résolution sur l'ensemble des paramètres environnementaux dont je parlais tout à l'heure, à savoir l'air, l'UV, le pollen, mais aussi le bruit et tout ce qui est enjeu météorologique. Et donc, en fait, le fait de pouvoir organiser ça de façon très structurée, avec de l'intelligence artificielle et du machine learning, et finalement, on arrive à avoir des précisions qui descendent au niveau de la rue, et donc hyper localisées, donc permettent de prendre des décisions de prévention très spécifiques autour d'un homme ou d'une femme, et pas de façon macro au niveau de toute une ville ou de tout un pays, parce qu'évidemment, le comportement et l'environnement n'est pas le même aux quatre coins de la planète. D'accord. Et donc, vous avez lancé une application qui permet aux utilisateurs d'avoir un maximum d'informations sur leur environnement. Concrètement, quels comportements peuvent changer grâce à cette approche et quel impact cela peut-il avoir sur la santé à long terme ? De façon concrète, vous allez au bureau ce matin en vélo, l'application peut vous dire quel est le meilleur chemin, ou en tout cas le chemin le moins pollué, le moins impactant pour vous. Donc si, imaginez, vous êtes allergique au pollen, ce matin, peut-être entre votre maison et votre bureau, si vous venez en vélo, il va vous dire de passer plutôt par cette rue-là que cette rue-là, parce qu'elle aura beaucoup moins de graminées, et donc il y aura certainement beaucoup moins de pollution qui viendront affecter votre santé sur ce territoire-là. Quand vous commencez à faire ça tous les jours, évidemment, à la fin de l'année, vous gagnez des années de vie en bonne santé. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge est de à peu près 82 ans et demi, hommes-femmes confondus en France, mais on perd 10 à 15 ans de vie en bonne santé. Donc c'est un peu dommage de vouloir vivre longtemps si c'est pour pas vivre en pleine bonne santé. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, nos data, au service en particulier de Generali et du monde de la santé de façon plus générale, permet de contribuer à augmenter le nombre de vies en bonne santé. Ok, donc ça permet vraiment d'améliorer notre santé de manière très concrète aujourd'hui. Dans l'écosystème du Generali Climate Lab, vous êtes aujourd'hui aux côtés de grands laboratoires scientifiques comme le LSCE ou Copernicus. Quel rôle spécifique joue MirSense dans cet écosystème ?
Nos travaux sont l'émanation de travaux de recherche avec, entre autres, LSCE et Copernicus pour tout ce qui est données satellitaires, mais aussi le LIRIS pour tout ce qui est intelligence artificielle et IS Global pour tout ce qui est épidémiologie. Donc, on a entraîné nos modèles pour essayer de comprendre comment l'environnement, sur des dizaines d'années, venait impacter un certain nombre de maladies chroniques. Et donc, dans ce cadre-là, avec Generali Climate Lab, on essaie de plus en plus de comprendre comment cet environnement va venir changer le niveau de sinistralité, l'absentéisme, le nombre de maladies chroniques qui vont être générées sur l'ensemble des assurés. Et finalement, comprendre comment on peut aider pour éviter que les assurés soient malades. Parce qu'encore une fois, quelqu'un qui est en pleine forme, c'est quand même tout ce qu'on peut souhaiter à quelqu'un. Et donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle combinée avec l'action du Climate Lab qui permet finalement de comprendre les enjeux de maladies, c'est de pouvoir justement arriver à définir quelles sont les bonnes actions à mener pour limiter ces risques-là et finalement contribuer à une meilleure santé pour tous. Merci beaucoup Morane pour cet échange. Merci à toi Mamad, et voilà, j'espère que ça donne envie de mieux comprendre, et encore une fois, c'est de notre responsabilité, au-delà de la dimension business, de pouvoir contribuer à un monde plus sain. Et donc la première action quand même, c'est de rendre visible l'invisible pour pouvoir justement mener les bonnes actions à la bonne personne, au bon moment, partout dans le monde. Pour agir efficacement, il faut aussi changer la façon dont on pense la médecine. Moins en réaction, plus en prévention, en particulier auprès des populations les plus vulnérables. C'est justement le combat de mon second invité, qui milite pour replacer l'environnement au cœur des politiques de santé publique. Bonjour Pierre, ravi de te recevoir sur ce podcast. Oui, bonjour Ahmad. Alors, tu es médecin cardiologue et tu es également président de l'association ASEF, Association Santé Environnement France. Avec toi, on va voir les liens qu'il existe entre santé et réchauffement climatique tout au long de ce podcast. Première question, on parle souvent des effets du réchauffement climatique sur l'environnement. Pour toi qui es médecin cardiologue et qui constate chaque jour les effets de l'environnement sur notre santé, quels sont les principaux risques liés à l'environnement sur la santé ? Alors, on meurt en fait, pendant les pics de canicule, du cœur. Il y a une augmentation du travail cardiaque due à la dilatation et à la réorientation du sang vers la peau, et le travail cardiaque est augmenté. Donc la première cause liée à la chaleur, c'est la mortalité cardiovasculaire. Après, il y a la mortalité respiratoire, parce que souvent ça s'accompagne par une augmentation de la pollution, particulièrement on pense au pic d'ozone, et plus donc d'asthme, plus d'exacerbation des pathologies respiratoires existantes. Puis les reins, parce qu'évidemment, si vous êtes déshydraté, vos reins vont avoir des difficultés à fonctionner. Et après, derrière, bien sûr, les zoonoses, les moustiques, voire les tiques qui peuvent transmettre, la chikungunya, la dengue, qui peuvent parfois poser des problèmes. Et bien sûr, plus globalement, la santé mentale, puisque tout le monde est éco-anxieux, à juste raison, mais il y a des remèdes pour combattre cette éco-anxiété. Ok. Et dans ta pratique ou via les enquêtes de l'ASEF, quel type de maladies chroniques ou symptômes sont aujourd'hui les plus liés à l'environnement dégradé ? On retrouve les mêmes pathologies que pour le changement climatique. La première cause due à l'environnement dégradé, c'est les pathologies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, c'est le cœur et les vaisseaux. Et puis derrière, il y a les cancers. On remarque une flambée de cancers, notamment en France. Les pathologies respiratoires à nouveau, très très loin devant les pathologies infectieuses. Donc on a parlé des moustiques, on peut parler aussi du paludisme à l'échelle nationale. Ça représente à peu près 25% des pathologies dans le monde. Et la mortalité due à l'environnement, c'est devant le tabagisme actif et passif, c'est donc un enjeu majeur. Ok. Et on sait que certains publics sont plus exposés que d'autres. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui qui sont les plus vulnérables aux effets du climat sur la santé ? Les plus vulnérables, c'est déjà les gens qui sont en difficulté socio-économique. Il y a 13 ans d'espérance de vie en moins entre les 5% les plus pauvres et les 5% les plus riches. Si vous habitez à côté du périphérique et pas d'argent, vous n'avez pas de moyen de vous échapper, d'aller vivre à un endroit beaucoup moins pollué. Et donc déjà, c'est les facteurs socio-économiques qui représentent la majorité des déterminants de la santé. Le système de soins, ça n'est que 15%. Les facteurs socio-économiques et éducatifs, c'est 45%. Et puis après, vous avez certaines catégories d'âge. Les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées, les personnes déjà atteintes de pathologies, notamment cardiaques, respiratoires ou de cancer. Et puis après, bien sûr, les travailleurs qui vont travailler en plein cagnard, si j'ose dire, qui sont touchés, et voire les sportifs intenses, puisque quand il fait très chaud, qu'il y a de la pollution de l'air associée, il faut absolument pas aller faire du sport. Donc, vous voyez une foultitude de gens vulnérables qu'il faut repérer. Il faut pas attendre mi-juillet et bientôt
Bientôt, ce sera beaucoup plus puisqu'il y aura dans les projections jusqu'à 4 mois à plus de 30 degrés. Le climat de Marseille sera le climat de Séville. À Séville, il faisait 47 degrés l'année dernière à l'ombre. Donc imaginez sur du goudron, sans nature dans la ville, combien ce sera difficile à la fois pour les habitants et pour les travailleurs. Ok, donc c'est assez inquiétant. Oui. Il y a 3 mots que tu emploies souvent: informer, former, outiller. Aujourd'hui, quels gestes de prévention environnementale, qui sont simples mais essentiels, tu pourrais nous transmettre en priorité? D'abord, pour protéger, il faut repérer les gens à risque et pas attendre le moment de la canicule qui va être de plus en plus fréquent dans l'avenir. Ça n'est pas seulement le travail des médecins, des infirmiers, des pharmaciens, c'est aussi des acteurs sociaux, c'est aussi les collectivités, c'est aussi les entreprises. Il faut repérer ces gens-là. Et il faut aussi, au niveau du cadre de vie, l'améliorer le plus possible, renaturer les villes. On ne peut pas continuer à avoir des villes soumises à, par exemple, Marseille, à des périodes à plus de 45 degrés, qu'il n'y ait pas d'arbres, qu'il n'y ait pas de zones vertes qui permettent aux gens un petit peu de respirer et d'être à l'abri. Donc en fait, c'est tous les acteurs de santé, c'est les urbanistes, c'est les architectes, c'est les élus, c'est bien sûr les professionnels de santé, c'est les acteurs sociaux qui pourront améliorer la situation. Le contact social, ça reste un élément extrêmement important. Plus vous êtes isolé, plus vous êtes fragile et vulnérable. Il y a d'ailleurs les gens atteints de cancer, quand ils sont seuls, hélas, ils meurent plus vite que quand ils sont soutenus socialement et qu'ils sont à deux. Écoute, merci beaucoup Pierre, c'était vraiment super enrichissant. On apprend mieux les enjeux de santé et de pollution. Merci et à très vite. Merci Bernard, à bientôt. On commence la descente. Ce que je retiens de cet épisode, c'est que le réchauffement climatique n'est pas un sujet lointain. Il est dans l'air qu'on respire, sur notre peau, dans nos poumons, nos cœurs, nos cellules. J'ai pris conscience que nous n'étions pas tous égaux face à l'impact du réchauffement climatique sur notre santé, mais j'ai aussi compris que la donnée peut devenir un outil de prévention accessible à chacun. Une alerte bien placée, une information claire, et on peut adapter ses gestes et éviter une crise. Mieux comprendre les liens entre environnement et santé, c'est le premier pas pour mieux se protéger individuellement et collectivement. Et c'est peut-être ça l'enjeu de demain, faire de la prévention climatique une priorité de santé publique. Je vous donne rendez-vous dans les autres épisodes de Créateurs d'Impact. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.